Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Mathieu Chamussy, conseiller municipal Les Républicains de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. La vie d'un groupe d'opposition municipale est un long fleuve pas vraiment tranquille. Une mission souvent ingrate, difficile, partagée entre la critique et la nécessité de proposer des alternatives. Alors que la mi-mandat est déjà largement dépassée, l'échéance de 2020 est en vue. À Grenoble, quel est le bilan de la majorité? Comment les minorités espèrent-elles organiser une offre nouvelle en pleine recomposition des forces politiques? La droite a-t-elle encore une audience dans la capitale des Alpes? Si oui, derrière quel leader? On pose toutes ces questions à Mathieu Chamussy, conseiller municipal d'opposition, président du groupe Les Républicains UDI et Société Civile à la ville de Grenoble, et aussi conseiller métropolitain. Le rôle d'opposant, c'est ingrat, épuisant? Bon, d'abord, c'est un devoir, et c'est un devoir démocratique. Il faut toujours une majorité et une opposition en démocratie. Donc, il y a une certaine noblesse, me semble-t-il, dans cette responsabilité qui nous a été confiée par les électeurs, d'une part. Mais en même temps, effectivement, il faut trouver le bon équilibre. Et moi, de tempérament, je suis plutôt constructif. Donc, j'essaye de faire des propositions. Constructif. On va en reparler de ce terme un tout petit peu plus tard. Mais quand même, être dans l'opposition, ça veut dire avoir des difficultés à accéder aux informations, avoir des difficultés, moins de moyens forcément que la majorité. Est-ce qu'on n'a pas tendance à s'épuiser? 6 ans, c'est long. En tous les cas, vous avez dit une chose qui est juste, c'est la difficulté de l'accès aux informations. Et au fond, c'est un des premiers éléments de bilan de cette majorité. Au moins, on pouvait espérer d'elle qu'elle joue davantage la carte de la transparence, de l'accès aux informations que l'équipe précédente. Et en fait, on voit au fil du temps, et le débat d'orientation budgétaire de lundi dernier l'a montré, qu'elle se recroqueville et qu'elle a un comportement de citadelle assiégée et qu'elle refuse de nous donner un certain nombre d'informations dont elle dispose pourtant. Vous dites même qu'à Grenoble, le climat est délétère, même en commission municipale. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de tensions. La grande différence sur le plan du climat avec le mandat précédent, c'est qu'il y avait des divergences fortes, bien sûr, mais il y avait du respect. Et c'est ce qui manque avec cette majorité municipale. Au fond, si je voulais prendre un peu une dialectique propre à cette sensibilité très à gauche, parfois on a vraiment le sentiment d'être des ennemis de classe. On a le sentiment dans l'opposition à Grenoble que vous êtes très discret, certains disent même un peu résigné. Écoutez, je crois que grâce à un certain nombre de médias dont vous êtes, on arrive à faire entendre notre voix sur un certain nombre de dossiers. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a une majorité municipale qui a été élue, elle a une forme de légitimité, même si elle n'est pas si grande que ça au regard des suffrages obtenus, mais il faut qu'elle puisse exercer ses missions, ses responsabilités, et en même temps, nous, il faut qu'on puisse faire entendre notre voix, nos critiques et nos propositions alternatives, et je crois que nous le faisons avec une certaine forme de détermination. Alain Carignon était en 9e position sur la liste que vous conduisiez en 2014. Quel est son rôle? En 9e position. En 9e position, pardon. Ouais. Vous avez placé 7 élus, donc il n'est pas à vos côtés dans l'hémicycle municipal. Quel est son rôle à Grenoble? Il est quand même assez présent. Oui. Et quel rôle a-t-il au sein de l'opposition municipale? Écoutez, dans l'opposition municipale, il n'a pas de rôle, puisqu'il n'est pas élu. Le groupe que je préside fait ce travail d'opposition, de proposition. Mais certains disent quand même qu'il fait un travail d'opposition avec une présence sur le terrain assez importante. Les journalistes reçoivent eux-mêmes régulièrement des communiqués de presse de sa part sur le travail d'Éric Piolle. Mais il a été le maire de cette ville. Il y a 20 et quelques années. Donc, s'il estime devoir s'exprimer, c'est un citoyen comme les autres et il a le droit de le faire. Cette opposition, les Républicains à deux têtes, c'est pas gênant? Moi, ça n'entrave pas votre mission à vous? Non, parce que moi, je regarde de l'avant. Et je regarde comment on peut proposer, on y viendra tout à l'heure surtout, un projet de rassemblement pour donner un nouvel élan à notre ville. Et donc ça suppose de rassembler des gens avec des parcours très différents, mais qui partagent une même vision pour l'avenir de notre ville. Voilà, moi j'ai un regard sur l'avenir. Lui sur le passé.
ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, vous savez, je ne veux pas être désobligeant avec les personnes. Je me concentre sur ce que je fais, sur ce que nous voulons proposer pour notre ville. Alors précisément, ce que vous faites, c'est Grenoble nous rassemble. C'est le mouvement, le cercle de réflexion que vous avez lancé il y a quelques mois, pour rassembler les modérés, pour travailler ensemble avec des gens aux sensibilités politiques différentes. C'est très macronien. Écoutez, ce cercle de réflexion, je l'ai lancé avant les élections présidentielles. En février. Voilà. Donc, il se trouve que Grenoble est dans une situation difficile et que pour proposer un projet d'avenir, ouvrir des perspectives dans cette situation difficile, je pense qu'il faut fédérer des énergies en grand nombre et donc venant de sensibilités différentes. Et c'est déjà le cas puisqu'il y a dans ce cercle de réflexion des gens qui sont issus de 4 listes concurrentes lors des dernières élections municipales. Donc vous voyez qu'il y a une capacité de rassemblement qui est en train de s'organiser, de s'orchestrer et de travailler un projet commun pour l'avenir de notre ville. Donc on peut faire travailler ensemble des gens qui hier avaient des projets différents et des approches politiques différentes. Je pense que lorsque la situation est grave, et je pense que la situation de notre ville est assez grave, effectivement, il y a pour un certain nombre de personnes, une capacité à surmonter des différences du passé pour se rassembler sur des éléments fondamentaux. On y viendra, mais les questions de développement économique, les questions de sécurité peuvent largement dépasser les clivages politiques, surtout face à une municipalité qui est très arc-boutée sur des principes, voire sur des dogmes qui sont des dogmes un peu d'un monde ancien. Alors, en juillet, donc, est né ce mouvement, Grenoble nous rassemble, un groupe que vous avez animé avec Sylvie Drulon, qui a été dans l'équipe de Michel Destot auparavant, avec un ancien proche du MoDem, quelques autres noms également qui sont dans ce mouvement de rassemblement. Écoutez, nous allons réunir dans 10 jours un nouvel atelier sur les questions de vie quotidienne dans les espaces publics. Et il y aura les 2 animateurs, sont Christian Beck, qui est quelqu'un assez impliqué sur les questions de sécurité, et Marie-Claire Népi, qui est une autre ancienne adjointe de Michel Destot. Donc vous voyez que ce rassemblement s'élargit. Il s'élargit. Combien de personnes derrière Pour l'instant, on est une cinquantaine à participer de temps à autre à ces ateliers de réflexion. On est encore très loin des échéances. La question n'est pas là. Il s'agit de travailler, de réfléchir pour montrer aux Grenoblois que face aux difficultés, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui proposent d'autres solutions, qu'il y a des perspectives pour notre ville. Vous évoquez les échéances. C'est quoi? C'est évidemment les municipales de 2020. L'objectif, c'est de commencer à préparer le projet alternatif que vous conduirez en 2020 ? J'ai 47 ans, je suis né dans cette ville. Ça fera 50 en 2020. J'y ai toujours vécu. Donc c'est un peu l'engagement de ma vie, cette ville. Voilà. Indépendamment de savoir ce que je ferai moi, à titre personnel. Pensez bien que ces questions de personnes, elles sont totalement... D'abord, elles n'intéressent personne, et ensuite, elles sont totalement prématurées. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, oui, moi, je vis cette ville au quotidien, et donc je travaille à l'avenir de cette ville, et que créer les conditions d'une alternance à Grenoble pour que cette ville reparte de l'avant, oui, c'est ce qui me fait vivre. Alors sur ce créneau, il y a aussi Stéphane Djemani, ancien élu aux côtés de Michel Destot également, conseiller régional, plutôt centriste. Il soutient la démarche En Marche d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'êtes pas finalement sur le même créneau, sur la même réflexion et sur la même méthode ? Mais peut-être, et tant mieux. Alors pourquoi ne pas le faire ensemble ? Pourquoi ne pas le faire ensemble ? Mais qui dit que cela ne se produira pas, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, de temps à autre, certains de vos confrères me disent, mais oulala, mais il y a un tel, dites donc, ça va se battre. J'ai tendance à leur répondre que si j'étais le seul, ça serait inquiétant. Parce que plus on est, plus ça veut dire qu'on est nombreux à penser qu'on peut faire autrement et qu'on peut y arriver. Donc plus on est, plus c'est positif. Oui, mais au final, plus les voix des électeurs risquent de se disperser. Qui vous dit que le moment venu, ce large rassemblement que j'appelle de mes voeux ne se mettra pas en œuvre. Le moment est propice pour préparer 2020, c'est ce que dit Stéphane Djemani, c'est ce que vous sous-entendez aussi à l'instant. Vous vous êtes pas rencontrés ?
On se croise régulièrement. Et vous ne parlez pas de ça? Il m'a très aimablement invité dans 8 jours, parce qu'il va recevoir l'Ordre national du mérite, et c'est très mérité, justement. C'est le créateur du SAMU social. social. J'aurai l'occasion de le voir à cette occasion. Bon, donc j'entends bien qu'on n'exclut pas une convergence d'idées, peut-être de moyens. Franchement, les questions de personnes, ça n'intéresse personne et c'est très prématuré. Vous savez bien que les idées et les mouvements, il faut des personnes pour les incarner. Je sais quand bien même. que ça vous préoccupe, non, mais vous. pas vous. Mais beaucoup moins que vous pouvez le penser. Allez, un nouveau groupe à la métropole. Vous êtes aussi conseiller métropolitain dans l'opposition. Vous faisiez partie du groupe présidé par Jean-Damien Mermillod-Blondin. Les 4 élus d'opposition de droite à la métropole ont décidé de former leur propre groupe. Ça n'allait plus avec les autres? Ça n'a rien à voir, au contraire. Vous savez, la métropole, c'est 49 communes, et parmi ces 49 communes, il y en a une, avec toute la sympathie et le respect que j'ai pour les autres, qui a quand même une place un peu singulière, de par sa démographie, de par son poids économique. C'est la ville-centre. C'est la ville-centre, c'est Grenoble. Et face à une majorité métropolitaine, ou en tous les cas la composante principale de cette majorité, qui est l'équipe d'Éric Piolle, qui n'assume pas les responsabilités de cette ville-centre, qui refuse au fond cette responsabilité d'entraînement, j'allais dire presque de leadership de Grenoble, il nous a semblé que la voix de Grenoble devait se faire entendre de manière spécifique dans ce conseil métropolitain. Et donc il nous a semblé que créer un groupe qui s'appelle Grenoble Métropole, pour faire entendre cette voix de Grenoble, pour montrer que Grenoble peut être un facteur d'entraînement au bénéfice de l'ensemble du territoire métropolitain, c'était important et c'est ce que nous avons fait. Ça veut dire que vous continuez à défendre l'idée que dans la métropole, Grenoble, ville-centre, doit porter la présidence de la métropole, c'est ça? Non, c'est indépendamment de cette question-là. Encore une fois, les questions de poste et de personnes, c'est pas le sujet. Mais dire que Grenoble a une responsabilité particulière, a, comment dirais-je, un rôle moteur, une fonction d'entraînement, notamment sur les questions de développement économique. Alors que vous avez ces élus majoritaires à Grenoble aujourd'hui qui sont plutôt sur un modèle de décroissance et qui, hélas, y parviennent au détriment de l'emploi et de la création de richesses sur notre territoire, eh bien, voilà, nous, c'est ce modèle de développement que nous portons, que nous avons voulu exprimer de manière plus forte sur le plan, y compris médiatique, et la preuve, ça marche, puisque vous m'en parlez. Allez, on va parler précisément de Grenoble et de la grande question du moment, la sécurité. Grenoble candidate avec Échirolles, avec Saint-Martin-d'Air pour tester la police de sécurité du quotidien promise par le président Macron. Plusieurs villes sont volontaires pour expérimenter ce dispositif dès le début de l'an prochain. Et cette semaine, vous le voyez, le préfet de l'Isère a lancé la concertation sur ce sujet. Lionel Beffre était accompagné du patron des gendarmes de l'Isère, qui doit d'ailleurs faire face à une hausse des statistiques en matière de délinquance. Alors la délinquance en Isère, elle est forte. Le groupement de gendarmerie départementale de l'Isère est le plus gros groupement de France. Il enregistre la délinquance la plus importante en termes quantitatifs, puisque nous sommes à plus de 40 000 crimes et délits à l'année environ. Pour ce faire, c'est tout l'intérêt de la démarche de sécurité du quotidien, c'est de trouver encore des marges de manœuvre pour être encore plus efficace demain, pour faire face à cette délinquance. C'est quasiment de passer d'un service public le même pour tous à un service qui sera capable de s'individualiser en fonction des territoires et des personnes auxquelles nous sommes confrontés. C'est un petit peu l'enjeu également qui nous est demandé dans le cadre de cette consultation. Il est nécessaire de prévoir un budget pour 2018, comme il est nécessaire d'anticiper sur les années futures. C'est pourquoi d'ailleurs il y a les 10 000 emplois qui seront créés d'ici à 2022, il y a 1850 emplois l'année prochaine, ça c'est effectivement fixé, mais la police de sécurité du quotidien, je l'ai indiqué, ça n'est pas que des moyens. C'est certes des moyens humains, ce seront des moyens en équipement, mais c'est aussi des procédures qu'il faut peut-être modifier, des façons de travailler, et ça n'est pas défini. Il appartient justement à la concertation de les affiner, voire de trouver d'autres idées. Donc cette police de proximité, cette police de sécurité du quotidien, des effectifs, on l'entend, de nouvelles façons de travailler, on l'entend. Enfin, le préfet a aussi prévenu Grenoble en disant chacun doit jouer le rôle qui lui est imparti. Ça sonnait un peu comme une mise en garde au maire de Grenoble. Il est évident que les maires des grandes villes ont une responsabilité particulière
sur les questions de sécurité sur l'espace public. Dire le contraire, c'est absurde, c'est aller à l'encontre de l'évolution naturelle et même législative des choses depuis plusieurs années. Donc il faut qu'enfin la ville s'implique. Moi, je le dis d'autant plus que j'assume parfaitement ce que je propose, c'est-à-dire le changement du cadre d'emploi des policiers municipaux. Je pense qu'ils doivent devenir des acteurs à part entière de la sécurité publique. Donc, il faut changer le cadre d'emploi des policiers municipaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien évidemment, à partir du moment où vous changez le cadre d'emploi et donc d'intervention des policiers municipaux, ça veut dire que, évidemment, notamment, vous les armez, parce qu'il faut qu'ils soient en capacité de se défendre si vous leur demandez d'être un acteur de la sécurité publique. Ça, c'est des missions, ça coïncide avec des missions qui ne sont absolument pas celles que souhaite la municipalité grenobloise aujourd'hui. Tout à fait. Et on voit le résultat. Cette démission de la majorité municipale sur Grenoble, à travers l'abandon de la vidéosurveillance, à travers la fin de l'armement qui est débuté au printemps 2014, a été, au fond, quelque part, un peu entendu 5 sur 5 par la délinquance sur Grenoble. Et on voit les chiffres depuis 3 ans. Et à chaque fois qu'un membre du gouvernement vient sur Grenoble, un membre du gouvernement en charge des questions de sécurité, il ne peut que constater l'évolution tout à fait paradoxale de la situation en matière de sécurité à Grenoble par rapport aux autres villes. Puisque vous avez des grandes villes en France où la sécurité progresse. Et à Grenoble, au contraire, on voit bien qu'on est de plus en plus en difficulté. Le préfet a effectivement évoqué les chiffres de la délinquance ce mercredi. À Grenoble, ils sont 3 ou 4 fois supérieurs à la moyenne nationale, a dit le préfet. Et comparé aux villes de taille équivalente, il y a à Grenoble 2 fois plus d'atteintes aux biens ou de vols. Vous dites clairement, aujourd'hui, le maire de Grenoble a une responsabilité dans ces statistiques. Il n'est pas responsable de tout. Portons un regard objectif et honnête sur les choses. Mais à partir du moment où il refuse de s'impliquer concrètement sur ces questions-là, oui, il y a une forme de démission, je veux presque dire, de non-assistance à Grenoblois en danger sur ces questions-là. Et je le regrette vraiment, parce que je pense que, si vous voulez, on ne peut pas faire de l'idéologie sur tout et tout le temps. Et le maire, c'est le premier interlocuteur vers qui se tournent les habitants. C'est celui qui est identifié, qui est connu. Et donc, non seulement ça a un impact sur la question de sécurité, mais en plus, ça a un deuxième effet, c'est qu'il y a une sorte de sentiment d'abandon de la part de nos concitoyens. Donc il y a une forme de désespérance. Et il y a une forme aussi de rejet vis-à-vis de ces politiques qui, au fond, combien de fois on entend les gens nous dire « mais vous ne vous intéressez pas à nous ». Et c'est ça qui est aussi problématique. Alors le procureur de la République n'a pas hésité à parler d'une ville gangrénée par les trafics, précisant qu'aucun quartier n'était épargné. Il y a des points de revente quasiment partout, dit le procureur. Toutes les politiques répressives en matière de trafic de stupéfiants ont échoué. Il est urgent de poser le débat sur la dépénalisation du cannabis. Je vous pose la question dans un instant. Sur ce plateau ici, la députée En Marche de Grenoble, Émilie Chalas, a dit qu'elle était favorable même carrément à l'encadrement de la vente du cannabis. Mon opinion, c'est que est-ce que la dépénalisation ne va pas être un entre-deux peut-être insatisfaisant ? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir ? Est-ce que ça ne peut pas être une marche vers l'ouverture du débat de la dépénalisation ? Vraiment. Au moins le débat. Donc, l'organisation de la vente, on est d'accord. Exactement, oui, aller jusqu'au bout et d'avoir au moins ce débat. Je ne sais pas si on aboutira de façon favorable à la dépénalisation et à l'organisation par l'État de cette vente, mais à mon avis, se contenter de débattre de la contraventionnalisation de la consommation, on ne va pas y aller. Alors peut-être que ce sera un deuxième temps, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà mon avis. Je pense qu'il faut en parler. Alors, contraventionnaliser, c'est compliqué. La consommation, c'est le projet du gouvernement. Et cela passe par c'est là où il y a une petite confusion, c'est que cela passe par la dépénalisation, bien évidemment. Il y a une différence entre dépénaliser pour contraventionnaliser et légaliser. Et Mme Chalas propose la légalisation. C'est son point de vue, il est tout à fait respectable, ce n'est pas le mien. Vous, la dépénalisation vous convient assez, c'est la légalisation contre laquelle vous vous battez?
Moi, je ne suis pas favorable à la légalisation. Et en même temps, je ne suis pas du tout favorable au maintien de la situation actuelle. Je m'explique. Je ne suis pas favorable à la légalisation, d'abord pour des questions de santé publique. Toutes les études montrent que la consommation de cannabis à forte dose a un impact sur le développement du cerveau, notamment chez les adolescents. Il y a des études australiennes qui le montrent là-dessus. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, et s'il n'y avait que cette raison-là, cela suffirait en tant que tel. Pardon, je suis aussi un père de famille qui a des enfants de cet âge-là. Je considère que rien que cet argument scientifique de santé publique suffit à lui-même pour ne pas aller sur le terrain de la légalisation. Premier élément. D'autre part, il y a aussi d'autres arguments. C'est qu'aujourd'hui, les trafics, ce sont des trafics multiproduits. Et donc, l'idée que vous allez faire baisser la délinquance et les trafics, c'est totalement absurde, parce qu'il y aura des reports sur d'autres trafics, etc. Et entre nous, soit dit, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y aurait pas d'autres produits, y compris sur le cannabis, avec un cannabis beaucoup plus dosé, beaucoup plus nocif, qui se mettrait en place sur des circuits parallèles, parce que la légalisation, elle se ferait sur un cannabis soft, entre guillemets. Vous dites comme pour les évidemment. cigarettes, il y aurait de la contrebande. Évidemment, vous voyez bien que la cigarette est légale et vous avez aussi la contrebande. Donc ce raisonnement comme quoi on va tuer le trafic par la légalisation, il n'a pas de sens. Bien. En même temps, je considère que la situation actuelle est totalement hypocrite et totalement bloquée et inefficace, parce que vous pensez bien qu'on ne va pas mettre en prison quelqu'un qui a 1 gramme de cannabis ou qui a été pris en train de fumer un pétard. Donc il faut, parce que ça n'a pas de sens, et ensuite parce que la justice est totalement engorgée. Donc il faut contraventionnaliser pour continuer à sanctionner, ou plutôt pour commencer enfin à sanctionner de manière rapide, immédiate et en proportion du délit commis. Allez, voilà qui est clair et qui va nourrir le débat, qui ne fait que commencer sur cette question. Les finances de la ville, tiens, parlons-en un petit peu. Lundi dernier, en conseil municipal, vous avez évoqué entre conseillers le DOB, le débat d'orientation budgétaire. C'est la première étape avant le vote du budget primitif qui interviendra en décembre, je crois, c'est ça. La municipalité a insisté sur son plan d'investissement, notamment pour les écoles, sur la non-augmentation des impôts locaux. Plutôt satisfaite d'ailleurs aussi de son plan de sauvegarde des services publics qui porte ses fruits. Oui, c'est toujours étonnant cette formulation de plan de sauvegarde du service public quand la principale conséquence, c'est de fermer des équipements publics, c'est d'augmenter des tarifs, c'est de réduire les horaires d'accueil en mairie, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt un plan de décroissance du service public, pour reprendre une dialectique qui est chère à cette majorité municipale. Au fond, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan des tendances à venir pour le budget 2018 ? Un petit peu moins d'investissement qu'en 2017, ce qui était déjà le cas par rapport à 2016 et déjà le cas par rapport à 2015. Un petit peu plus de dettes en 2018 qu'en 2017, qui était déjà supérieure à 2016 et à 2015. Donc ce que je veux dire, c'est que depuis 3 ans, les investissements diminuent et la dette augmente. C'est quand même une situation assez singulière, parce qu'en général, quand la dette augmente, c'est parce qu'on augmente les investissements. Mais là, il y a une forme de spirale négative qui s'est mise en place au niveau des finances de la ville, et donc au niveau des investissements au service des habitants, qui est très inquiétante. Mais au fond, c'est presque, j'allais dire, leur seule réussite, puisque ce sont des adeptes de la décroissance et qu'ils y parviennent. Et c'est ça qui me désole. L'adjoint aux finances s'est quand même félicité du redressement financier de la ville, a-t-il dit, plus de 3 millions d'euros d'économies promises en 2018. Il y a des diminutions de dépenses, encore heureux. Vous fermez des bibliothèques, vous augmentez les tarifs, vous réduisez les horaires d'accueil, vous mettez à mal le service de santé scolaire, j'en passe, c'est des meilleurs. Si en plus tout cela ne générait pas des économies, franchement, on pourrait s'inquiéter sur ce qu'ils font de l'argent. Bien, donc il y a une diminution des dépenses de fonctionnement. Je pense qu'il y avait d'autres choix possibles avec des résultats plus performants sur le plan financier. Un exemple. Mais je pense que
ils sont dans une adaptation du système, alors qu'en réalité, la ville de Grenoble doit profondément se transformer. Et que la question, et moi je le dis, j'assume, la question de la diminution des dépenses de fonctionnement, quand vous avez 54% des dépenses de fonctionnement qui sont en réalité des dépenses de personnel, la réduction des effectifs de la ville par la délégation d'un certain nombre de missions dans le cadre de délégation de services publics. Au privé, un exemple par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dans le privé qu'on fait actuellement avec des agents municipaux? Il y a un certain nombre d'équipements, un certain nombre de missions. Moi, je pense que la rénovation de la Tour Perret, elle pourrait très bien faire l'objet d'une délégation de services publics. Vous avez un certain nombre d'équipements qui pourraient être confiés, qui sont aujourd'hui... c'est surtout pour développer les activités. Ce n'est pas tant pour externaliser des activités actuelles, mais quand vous pensez que le ancien musée de Grenoble, qui n'a pas de destination d'usage depuis plus de 20 ans, ce magnifique bâtiment sur le plan extérieur, il prend l'eau à l'intérieur, n'a pas de destination d'usage depuis 20 ans, ça pourrait être un lieu d'animation pour notre ville formidable. Ça y est, c'est lancé, ça. Il y a un appel à projet qui est lancé. Oui, oui. Ça fait 3 ans qu'il aurait dû être lancé, et puis c'est pas parce que vous lancez un appel que vous trouvez un porteur de projet. Alors toujours pour revenir aux finances quand même, ça vous ne pouvez pas le nier, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité locale. Quand vous augmentez tous les tarifs de la cantine scolaire jusqu'aux tarifs des concessions de cimetières, donc pour dire que toutes les générations sont touchées, et que vous diminuez la qualité du service et la hauteur du service public, vous n'allez pas en plus augmenter les impôts des Grenoblois, s'il vous plaît. Mais vous reconnaissez quand même que cette majorité a dû, comme beaucoup de communes en France, affronter la baisse de dotation globale de fonctionnement, les dotations de l'État, et notamment sous le quinquennat de François Hollande. C'est l'équivalent de 25 millions d'euros qui ont été perdus entre 2013 et 2016. Il fallait bien faire des économies. C'est l'ordre de 3 à 4% des recettes de la commune qui ont été amputées. On aurait pu les digérer autrement, c'est ça? Ça veut dire que rien que le fait de montrer le pourcentage que ça représente, c'est révélateur de l'effort qui doit être produit. Bon, voilà. Et d'autant plus que c'était connu, c'est annoncé. C'est pas 4% qui arrive du jour au lendemain. On vous annonce qu'on va progressivement diminuer vos moyens. C'est ça. Donc ça pouvait être anticipé, ça pouvait être géré. Surtout, ce que je crois, c'est que le différentiel entre la perte de recettes et la baisse des services apportés à la population est beaucoup trop importante et témoigne d'une mauvaise gestion. Alors la ville de Grenoble organisera 3 réunions publiques d'échange et de débat sur cette question du budget municipal 2018. Les prochaines auront lieu le mardi 28 novembre à la MJC des Eaux Claires et le jeudi 30 novembre à la galerie de l'Arlequin. Un détail pour continuer à parler de ce débat d'orientation budgétaire. Lundi dernier, vous avez voté, enfin les conseillers de la majorité ont voté la hausse des PV de stationnement. À Grenoble, si vous oubliez de nourrir les horodateurs ou si vous dépassez le temps autorisé, eh bien vous paierez désormais 35 € au lieu de 17 aujourd'hui. Et ce à partir donc de janvier prochain. Une trop hausse forte selon vous, mais vous étiez quand même pour une augmentation. Donc c'est une augmentation de plus de 100%. Si vous regardez les villes de même taille, dont on connaît les tarifs qu'elles vont mettre en vigueur, donc il y en a 22 villes, on est dans les 5 villes qui augmentent le plus. Voilà, ça donne un peu une tendance. Ça veut donc dire qu'il y en a 17 qui ont fait autrement, qui ont décidé de faire moins. Moi, j'étais favorable, effectivement, à une augmentation. N'oublions pas qu'il s'agit de gens qui n'ont pas respecté la règle. Donc, j'étais favorable à une augmentation. Je crois que là, cette majorité municipale a trouvé l'occasion de taper là où elle aime bien taper, sur les gens sur les automobilistes, qui sont pourtant des gens qui ont parfois besoin de leur voiture pour se déplacer, pour travailler, pour leur vie quotidienne. Donc elle l'a fait avec d'autant plus de bon cœur. L'urbanisme, notamment le projet de l'Esplanade, on sait que ça a été un sujet au cœur de la campagne municipale de 2014. Un projet, on peut le dire d'ailleurs, qui a en grande partie porté Éric Piolle à la tête de la ville. Alors après une phase de co-construction, avec notamment un site internet dédié à la question, eh bien, un projet a été présenté. Vous en voyez ici la maquette. En décembre prochain, une délibération au conseil municipal demandera à être validée. Alors c'est un projet qui prévoit 917 logements, plus de la moitié en logements sociaux ou en accession sociale, un parc de 3 hectares. Et puis on le voit, il n'y a plus de parking, la suppression des 400 places de parking. Ouais. C'est un dossier qui est très révélateur un peu de
de la tromperie de cette équipe municipale, hein, je n'hésite pas à employer le mot, parce que vous avez dit que ça a eu un impact dans le débat municipal, effectivement, mais à l'arrivée, d'abord sur le plan du dialogue avec les habitants, il y a eu plusieurs collectifs qui se sont exprimés pour dire à quel point toute cette concertation, à la fin, on leur laissait en gros le choix des noms des rues et de la couleur des rideaux, mais que la majorité municipale avait décidé de tout le reste. Premier élément, sur la méthode. Et puis sur le fond, ce qui était dénoncé, c'était la densité. Il y avait la question du Champ de Mars, ils vont passer la formule, la grande esplanade, et puis la question de la densité. Donc la grande esplanade, elle est préservée, mais au total, on passe de 1200 à 900 logements, mais comme c'est sur une surface qui est 2 fois plus petite, en réalité, la densité va augmenter. Donc on voit bien que ce qui a fait tilt chez les Grenoblois au moment de l'élection municipale en faveur de la liste d'Éric Piolle, on voit bien que sur la concertation et sur la densité, ils vont à rebours des engagements qu'ils ont donné l'impression de prendre. La suppression des 400 places de parking actuellement gratuites. Moi, j'avais porté l'idée de la réalisation d'un parking en silo à cet endroit. Parce que donc un immeuble. Je pense que cette entrée de ville avec cet immense parking n'est pas satisfaisante. Et en même temps, je considère qu'il y a un besoin de proposer une offre de stationnement à cet endroit-là. Vous évoquez la démocratie participative. Précisément, parlons du budget participatif. Chaque année, vous le savez, la ville de Grenoble consacre 800 000 € pour financer des projets qui sont nés et qui ont été choisis par les Grenoblois. En octobre, 25 projets ont ainsi été proposés au vote. Un vote qui a attiré 3 548 participants précisément. On est plutôt dans la bonne voie. Non mais... Le principe est bon. Si vous voulez me faire dire que tout ce que fait cette municipalité n'est pas mauvais, je n'ai pas besoin de le concéder et je m'en réjouis. Associer les habitants, leur donner la parole, c'est très bien. Je sens qu'il y a un mais qui arrive. Je constate que sur les grandes décisions, on ne demande pas l'avis aux habitants. Il y a un sujet, par exemple, je l'ai évoqué lors du conseil municipal de lundi. Il y a la question des rythmes scolaires. On pourrait aujourd'hui demander aux parents d'élèves, ils sont responsables, leur parole est raisonnable, leur dire est-ce que vous voulez le maintien du système actuel ou est-ce que vous voulez le retour à la semaine de 4 jours. C'est simple de faire une consultation sur ces bases que tout le monde peut comprendre et que beaucoup de communes en France ont réalisé ou vont réaliser. Eh bien là, c'est un refus absolu. Alors, à partir de là, maintenant, vous me dites, est-ce que c'est bien de réaliser... faire émerger des projets qui remontent de la population. Des petits projets comme cela et de donner la parole aux habitants, bien évidemment. Et d'ailleurs, dans les propositions que nous avons mises sur la table avec Grenoble nous rassemble, il y a le maintien de ce système-là, bien évidemment, et on va même le renforcer. Oui, il y a aussi une autre proposition à propos du droit de pétition. Cette fois, vous dites la règle des 20 000 pour pouvoir valider une votation doit absolument être supprimée. La seule règle, selon vous, c'est 2 000 pétitionnaires. Bien sûr, parce que la question, c'est la question de la représentativité de ce vote. 20 000, chacun sait que personne n'y arrivera jamais et que le mandat d'Éric Piolle se terminera et qu'il n'y aura jamais de votation qui recueille ce nombre de suffrages. Oui, mais Éric Piolle dit c'est le seuil de notre légitimité, c'est les électeurs qu'on a rassemblés en 2014. C'est inatteignable parce que les conditions d'organisation des votations ne sont pas les mêmes que lors des élections municipales. Donc, moins de moyens pour faire plus. Bon, donc c'est impossible. Par contre, moi, ce que je dis, on lève ce seuil, parce que de deux choses l'une. S'il y a peu de votants, ça veut dire que le sujet n'était pas très important et donc on peut, c'est pas un problème de le mettre en œuvre ou pas. Et si le sujet est vraiment important, moi je crois à la responsabilité des habitants, je crois qu'ils se mobiliseront et qu'ils viendront voter en masse et qu'après, eh bien, il faut être respectueux de l'expression du suffrage. Donc moi je ne vois aucun sens de maintenir ce seuil des 20 000.
Les bibliothèques, on en a parlé un petit peu. Donc la municipalité a décidé de lancer un grand plan lecture 2025 pour améliorer son réseau de bibliothèques. Une grande enquête sera menée en 2018 pour connaître les pratiques de lecture des Grenoblois. Ouh là là, je sens que ça vous fait bouillir. Mais non, mais vous-même, vous souriez d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on annonce la fermeture de 3 bibliothèques pour aujourd'hui. Et après, on annonce un grand plan pour la lecture publique en 2025. Franchement, mais qui cela trompe-t-il? Et je maintiens qu'on ferme des bibliothèques, puisque Prémol et Auclin, en réalité, étaient des bibliothèques et deviennent des points lecture qui vont être ouverts une demi-journée par semaine. Quant à la bibliothèque de l'Alliance, le nombre d'heures d'ouverture diminue et on nous annonce l'appel à des bénévoles. C'est très bien le bénévolat. Je crois que le métier de bibliothèque, justement, c'est un métier qui doit être assumé par des professionnels. Et précisément sur ce sujet, vous dites on aurait dû faire une votation citoyenne. Mais elle a été... Enfin, je veux dire, comment dire, il y avait une règle fixée par cette majorité municipale. Elle l'a piétinée tout de même. Et d'ailleurs, la sanction est tout de suite tombée, puisque cette année, au budget participatif, il y a eu 2 fois moins de votants que l'an dernier. Donc les Grenoblois ne sont pas dupes. Grenoble, cœur de ville, vous savez, ce fameux réaménagement de l'hypercentre autour des places Victor Hugo et place Grenette pour élargir le centre piéton. Aujourd'hui, finalement, les choses semblent pas si mal se passer. Les commerçants préfèrent maintenant parler de tout ce qui dynamise le centre. Alors, le futur marché de Noël, l'animatrice qui a été recrutée par la métropole pour créer des animations commerciales. L'apocalypse que certains prédisaient n'a pas eu lieu, dit le vice-président de la métropole, Guy Julien. D'abord, personne n'a prédit l'apocalypse. Ce que nous dénonçons, c'est le fait qu'on ne se soit pas donné les moyens de regarder, avant la décision finale, l'impact que cela a sur la qualité de l'air, sur les secteurs les plus impactés. Et d'ailleurs, on nous annonce une campagne de relevée pour 2018, après donc que la décision définitive prise par le Conseil communautaire ait été entérinée. Donc c'est assez stupéfiant sur une question aussi sensible que la qualité de l'air. Et j'espère peut-être qu'à la fin, on démontrera que ça s'est amélioré. Moi, vous savez, tout ce qui est positif pour notre ville me satisfait. Mais je trouve un peu irresponsable de prendre une décision de cette importance et de l'évaluer après coup. Le réaménagement annoncé de la place Grenette pour plus de place aux piétons. J'y suis favorable. Place Grenette, rue Montorge aussi. Je pense que le projet tel que nous le connaissons à cette heure, me satisfait. Le nouveau mobilier urbain qui a été mis en place rue de la République, vous en pensez quoi? Je veux croire que c'est un test. Moi, je n'ai pas de problème contre les palettes en bois. S'il y a des gens qui veulent en faire des tables basses dans leur salon, c'est très bien. Je pense que sur l'espace public, on peut envisager un niveau de qualité supérieur. Le principe est intéressant. Je pense qu'un centre-ville a besoin d'une certaine qualité pour être attractif. Les nouveaux panneaux d'affichage vont bientôt arriver. Vous savez, ceux qui remplacent les panneaux Deco qui ont été supprimés en début de mandat. Ça y est, on le sait, vendredi prochain, dans une semaine, le public sera invité à l'hôtel de ville de Grenoble pour découvrir et pour choisir 3 concepts proposés par 3 designers. Oui, 3 ans pour choisir des panneaux d'affichage. C'est assez révélateur de la vitesse à laquelle cette équipe travaille. On verra. Moi, ce que je constate surtout, c'est que la ville qui est en situation financière difficile, c'est quand même privé de 600 000 € de recettes par an. Allez, une dernière question sur l'A480, le Rondeau, réaménagement de ces sites majeurs. L'enquête publique débutera le 20 novembre, je vous le rappelle, elle s'achèvera le 28 décembre. Sur ce projet, la ville de Grenoble a émis des réserves. Vous le savez, certains riverains sont inquiets, notamment dans le secteur Mistral. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils craignent notamment ce fameux aspirateur à voiture. Que le projet contient des aménagements à un niveau très élevé, notamment sur le plan phonique, pour que demain, avec l'élargissement,
les nuisances soient moins importantes qu'aujourd'hui, avant l'élargissement. Et d'ailleurs, la métropole, dans son avis, a été beaucoup plus favorable que ce que ne dit la majorité municipale de Grenoble. Donc il faut y aller sans restriction? Il faut y aller, il faut être vigilant, bien sûr, c'est important. Ça impacte notre qualité de vie quotidienne, la qualité de l'air, les nuisances sonores, c'est important. Et donc il faut tout faire pour que ça s'insère le mieux possible. Allez, à peine une dernière question. Je vous ai présenté comme un élu républicain. Vous êtes encore chez les Républicains, Mathieu Chamussi? Il y a un processus qui est en cours d'élection du président ou de la présidente des Républicains. J'aurai l'occasion de m'exprimer plus tard sur toutes ces questions-là. Il y a des hommes et des femmes engagés, dévoués. Vous savez, les militants dans les partis politiques, c'est important. Ils sont tous respectables, quelle que soit leur sensibilité politique. Ils font vivre la démocratie. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui s'engagent. Donc, moi, je ne veux pas, par mes propos, perturber ce processus démocratique qui est en cours. Je m'exprimerai plus tard. Vous avez commencé cet entretien en employant le terme de constructif. Est-ce qu'on peut dire que si vous étiez aujourd'hui député, vous seriez plutôt un député républicain constructif, donc éjecté des Républicains? Éjecté des Républicains, je ne sais pas. Ils ont été exclus. Oui, enfin ceux qui ont les plus importantes responsabilités. Mais si vous voulez dire par là que je souhaite que notre pays réussisse, que je pense qu'il est urgent que la France réussisse parce qu'elle a connu beaucoup de difficultés ces 10 dernières années, c'est clair, je souhaite la réussite de ce gouvernement. Donc vous êtes plutôt bienveillant par rapport à l'équipe Macron? Je crois qu'ils font des choses sur certains sujets très positifs, d'autres qui peuvent être améliorés. Merci Mathieu Chamussi. Vous imaginez bien qu'on ne va pas en rester là sur la question de la recomposition des Républicains. On va en reparler tout de suite dans le bonus, le supplément du Récap Info. Rendez-vous sur Internet, sur les réseaux sociaux et rendez-vous aussi la semaine prochaine avec un nouvel invité.